Je m'appelle Amélie Gagnon, je suis infirmière et je travaille en soins gériatriques depuis plus de 20 ans. Dans tous les contextes de soins, les personnes âgées qui crient sont et demeurent un défi clinique important pour toutes les personnes qui y sont exposées. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter de questionnements que je reçois dans le cadre de mon travail sur le terrain avec Mme Anne Bourbonnais, infirmière et chercheuse dans ce domaine très spécifique. Bonjour, Mme Bourbonnais. Bonjour Amélie, tu peux m'appeler Anne et on peut se tutoyer. Merci de m'avoir invité à discuter avec toi des comportements vocaux qu'on appelle souvent des cris. Tout d'abord, discutons un peu de ces situations de cris et de ce que font les soignants. Anne, pourquoi la personne atteinte de troubles cognitifs crie-t-elle? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces personnes peuvent crier. Ça peut être pour un besoin qui n'est pas répondu, comme d'avoir faim, d'avoir besoin d'aller aux toilettes, mais ça peut aussi être parce qu'une personne s'ennuie, parce qu'elle a peur, parce qu'elle revit un traumatisme ou parce qu'elle est surstimulée. Souvent, c'est aussi parce qu'elle a de la douleur. En somme, c'est une façon de communiquer qui est plutôt atypique, donc qui est difficile à comprendre, mais ça veut dire quelque chose. C'est souvent un indice que la personne n'est pas bien et qu'on devrait essayer de faire quelque chose pour qu'elle aille mieux. Mais c'est un comportement qui est compliqué parce qu'il y a souvent plusieurs raisons différentes pour lesquelles une personne va crier dans une même journée, des fois deux raisons en même temps, et en plus, ces raisons-là peuvent changer dans le temps. Donc, ça demande d'être un vraiment très bon détective pour comprendre pourquoi une personne crie. Et c'est pas nouveau que des personnes crient en centre d'hébergement ou dans d'autres milieux de vie. Ça a toujours existé. Des fois, on a l'impression que c'est plus fréquent qu'avant, mais c'est surtout qu'il y a plus de personnes qu'avant qui vivent avec des troubles cognitifs très sévères et qui vont être plus nombreuses dans ces milieux-là. Dans ce cas-là, pourquoi on ne pourrait pas les regrouper ensemble, les personnes qui crient, dans un même espace ou dans un même établissement qui serait dédié à ces personnes-là pour pouvoir concentrer nos efforts? Mais ça serait probablement difficile de faire ça parce que c'est difficile de prévoir quand quelqu'un va commencer à crier ou quand il va cesser d'avoir ce comportement-là. Ce ne serait pas un critère très, très stable pour déterminer le domicile d'une personne. En plus, c'est des personnes qui ont des besoins précis, puis souvent, elles souffrent directement d'isolement social. Alors, de les exclure pourrait contribuer souvent à augmenter leur cri et à augmenter leur mal-être. Donc, quand on a une personne en détresse dans notre entourage, en général, la solution, c'est pas de lui dire, ben reste tout seul, puis va dans ton coin. On va plutôt s'intéresser à ce qu'elle vit, puis essayer de l'accompagner. Donc, c'est un peu la même chose pour les personnes qui crient. Il faut s'intéresser à ce que cette personne qui crie vit. L'autre problème de vouloir les mettre dans des milieux où ils seraient tous regroupés, c'est que ça serait aussi très stigmatisant de les regrouper sur la base d'un comportement comme le fait de crier. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire et qu'on ne devrait pas s'intéresser aux gens qui entendent crier parce que ça reste quelque chose qui est extrêmement dérangeant. Est-ce que c'est normal qu'une personne continue de crier malgré le fait que ses besoins de base seraient répondus? Est-ce que ça serait un manque de compétences du personnel? C'est une très bonne question, mais il faut comprendre que la personne qui a des troubles cognitifs et qui va crier, elle ne fait pas ça intentionnellement. C'est vraiment une manifestation à cause de changements dans son cerveau qui fait qu'elle ne communique pas comme les personnes le font normalement. La plupart du temps, les personnes ne se rendent même pas compte qu'elles ont ce comportement-là de crier. J'ai déjà eu une personne âgée avec qui on travaillait, qui criait tout le temps, puis on lui avait demandé, ben, pourquoi vous criez? Puis elle m'avait répondu, ah oui, je crie. Elle entendait crier, elle me dit, j'entends crier, mais je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui criait. Donc, elle ne se rendait même pas compte que c'était elle-même qui avait ce comportement-là. Donc, il ne faut vraiment pas prendre personnellement le fait que les gens crient. Puis comme il y a plusieurs raisons de crier, ben c'est pas tellement surprenant qu'une personne continue de crier même si on répond à des besoins de base comme de manger, dormir ou d'aller aux toilettes. Ils peuvent avoir d'autres besoins, des besoins affectifs, de la tristesse, de la détresse ou d'autres émotions qui vont s'exprimer par les cris. Puis c'est assez rare dans une journée qu'on passe des moments sans aucune émotion. Donc, comme on peut crier pour des émotions, ben, il est fort possible qu'il y ait des cris pour d'autres raisons que des besoins de base.
Et c'est pas nécessairement parce que le personnel n'est pas compétent. Parfois, le personnel, ils savent pas quoi faire eux non plus, donc il faut aussi aider le personnel à essayer de comprendre pourquoi une personne va crier. Et pour bien intervenir quand une personne crie, ben, il faut beaucoup de constance et de travail d'équipe. Il faut très bien connaître la personne qui crie, tant qui elle était avant, donc son histoire de vie, mais aussi qui elle est maintenant dans le moment où on l'entend crier. Donc, par exemple, moi, dans mes travaux de recherche, j'ai développé une intervention qu'on appelle l'intervention décibel. C'est une intervention qui vise à aider les personnes des équipes de soins à optimiser leurs interventions en travaillant en partenariat avec leurs collègues soignants, mais aussi avec les proches de la personne qui crie et, dans la mesure du possible, avec la personne qui crie elle-même. Travailler en partenariat dans ce contexte-là, ça permet d'approfondir notre connaissance sur la personne qui crie, chacun, tant les proches que les soignants, pouvant avoir une différente connaissance de cette personne-là, puis de travailler ensemble pour comprendre les raisons de ces cris-là, que moi j'appelle les sens des cris, et d'associer les raisons finalement à des interventions qui vont être personnalisées spécifiquement pour la personne qui crie. Par exemple, si je décide de mettre de la musique à quelqu'un qui crie, et qu'en réfléchissant ensemble, on réalise qu'elle crie parce qu'elle veut aller aux toilettes, bien, c'est 100% sûr que de la musique, ça ne sera pas efficace pour aider quelqu'un à arrêter de crier qui veut aller aux toilettes. Donc, il faut vraiment travailler ensemble pour identifier la bonne raison avec la bonne intervention. Et en faisant ça, bien, ça permet de se centrer sur les relations finalement entre toutes les personnes qui sont concernées, celles qui crient et celles qui entendent crier, et d'essayer de viser le bien-être de tout le monde. Donc, dans mes projets, quand on a essayé d'implanter cette intervention-là, puis qu'on a réussi à l'implanter avec les équipes, ce que ça a donné, c'est qu'on voyait qu'il y avait moins souvent des cris. Ils criaient moins longtemps et souvent, ça augmentait aussi le bien-être des personnes qui criaient. Les gens autour, eux autres, se sentaient plus capables d'agir, donc ils étaient moins impuissants qu'il y avait des cris aussi. Donc, tout le monde se sentait mieux. C'est vraiment intéressant. J'ai aussi souvent la question... Est-ce qu'il existe un médicament ou un traitement pour calmer la personne qui crie, pour l'apaiser? Bien, les médicaments pour les cris, ça ne fonctionne pas. Ça a été démontré dans les études. Ça serait vraiment super plaisant pour tout le monde. Si quelqu'un crie, on a une pilule puis ça règle le problème. Mais les études montrent que ça n'existe pas. Et si vous criez, par exemple, parce que vous avez faim puis qu'on vous donne un médicament, ben c'est pas mal sûr que ça ne fonctionnera pas parce que des médicaments pour empêcher le monde d'avoir faim, ça n'existe pas vraiment. Donc, les médicaments peuvent même rendre les personnes qui crient plus confuses ou générer des effets secondaires qui peuvent augmenter des fois les cris. Les seules exceptions à ça, c'est par exemple une personne qui crierait parce qu'elle a de la douleur. À ce moment-là, d'avoir des médicaments pour la douleur pourrait peut-être aider à réduire les cris. Ou l'autre exception, c'est quelqu'un qui ferait une dépression ou qui aurait une anxiété sévère, où là, on traiterait l'anxiété ou la dépression sévère avec des médicaments. Peut-être que là, ça pourrait réduire les cris. Mais dans ces cas-là, ce n'est pas tant les cris qu'on traite que les causes sous-jacentes d'une souffrance, donc une souffrance causée par de la douleur ou une souffrance psychologique, qui vont être utilisées pour réduire les cris. Mais il n'y a pas vraiment, à ce moment-là, de médicaments au besoin juste quand la personne crie. C'est plutôt un traitement de ces problèmes sous-jacents-là. Puis la grande majorité du temps, c'est pas suffisant pour faire disparaître tous les cris parce qu'encore une fois, les gens vont crier souvent pour plusieurs raisons en même temps. Donc, ça peut atténuer certains cris, mais il faut continuer de chercher les raisons des autres cris qu'il peut avoir dans la journée. On me demande aussi parfois si c'est réellement bénéfique pour une personne qui crie de participer aux activités avec d'autres personnes, d'être stimulée ou même d'aller à l'extérieur. Certains vont se demander si ce ne serait pas mieux de les laisser seules pour qu'elles puissent se calmer, éviter de déranger les autres personnes autour d'elles, finalement, qu'elles puissent se recentrer sur elles-mêmes. Bien, je comprends très bien pourquoi on pourrait penser ça, parce que ça doit être très dérangeant d'entendre les gens qui participent aux activités et qui crient. Mais il faut se rappeler que ces personnes-là qui crient bien, sont encore des êtres vivants et qui ont besoin d'être en relation. Et c'est souvent l'isolement qui va être une des raisons des cris. Donc, si on les exclut ou on les laisse seuls, bien, ce n'est pas généralement très aidant pour la personne qui crie, à moins que ça soit parce qu'elle soit surstimulée. Souvent, ça va même amplifier leurs cris si on les isole. Donc, ça revient toujours à essayer de comprendre les raisons pour lesquelles la personne crie. Puis la dernière chose qu'on veut, ça serait d'augmenter ces comportements-là puis de les exacerber. Donc,
C'est important de ne pas les exclure, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas penser aussi aux personnes qui les entendent crier, parce que ça reste difficile. Parlons maintenant de ce qui peut être fait pour les autres. Donc, c'est à mon tour de te poser des questions, Amélie, pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les autres qui entendent crier. Il y a des fois des gens qui disent que la personne qui crie va bénéficier de beaucoup plus de soins qu'une autre personne qui ne crie pas. Toi, tu travailles dans les milieux cliniques, sur le terrain. Est-ce que tu as l'impression que c'est le cas dans ces milieux-là? Bien, évidemment, tout le monde devrait recevoir les soins, l'attention dont il a besoin. Les personnes qui crient expriment quelque chose, tu l'as bien expliqué, puis c'est pas toujours facile à comprendre. Ça demande parfois plus de temps pour analyser la situation, tenter de répondre aux besoins qui est exprimé par la personne elle-même ou pour éviter de trop déranger les autres. Les comportements vocaux, ils sont plus facilement visibles ou plutôt entendus. Les interventions qui sont faites par le personnel peuvent sembler plus fréquentes ou plus présentes, mais les besoins de toutes les personnes doivent être considérés. Ce qu'on se dit, c'est qu'en intervenant pour atténuer les comportements vocaux, on évite par le fait même les comportements réactifs des personnes autour de la personne qui crie, évidemment de son entourage, puis même des proches parfois, en travaillant à amoindrir ou à répondre rapidement aux besoins, ben on évite des comportements par ricochet, comme j'aime à le dire. En effet, parce qu'on ne veut pas, parce qu'un crie, que tout le monde se mette à crier finalement. Exactement. Mais je me dis qu'il y a souvent des choses qu'on pourrait faire pour aider les autres personnes qui entendent crier dans le milieu de vie, parce qu'on peut comprendre que c'est pas très plaisant pour les autres d'entendre crier tout le temps. Ça peut être difficilement tolérable. J'ai quelques idées de choses qu'on pourrait essayer, mais je serais curieuse de connaître les tiennes, étant donné que c'est toi qui connais bien ce qui se fait dans les milieux. Bien, avec tout ce qu'on a discuté depuis le début de la conversation, je dirais que la première chose, c'est de sensibiliser, renseigner les gens sur la signification des comportements vocaux pour favoriser leur compréhension. Ça, c'est primordial. C'est primordial autant pour le personnel soignant que pour les personnes de l'entourage. Il y a des stratégies concrètes aussi qui doivent être suggérées aux personnes que les cris dérangent, car on doit aussi s'occuper de l'entourage, tu l'as bien nommé. Par exemple, on peut proposer de faire des sorties plus fréquentes en dehors du milieu de vie pour diminuer l'exposition aux comportements vocaux qui peuvent devenir éreintants. Il y a du soutien psychologique qui peut également être disponible via les équipes psychosociales dans certains milieux de vie et de soins. Des dispositifs aussi pour diminuer l'exposition aux comportements vocaux comme des coquilles ou des protecteurs auriculaires, de la musicothérapie, voire même la possibilité de rendre disponible une salle qui serait insonorisée pour se reposer dans un environnement sans bruit. C'est toutes des options qui peuvent être à considérer. Il faut user de créativité, il faut travailler avec les conditions de santé aussi, puis avec les profils des personnes qui sont présentes dans les milieux. Par exemple, une personne qui souffre de surdité pourrait être moins incommodée qu'une autre si sa voisine est une personne qui présente des cris. Ça peut sembler bête, mais tout le monde y serait gagnant. Bref, il y a différentes stratégies comme ça ou aménagements au niveau de l'environnement physique qui pourraient être considérés par les équipes de soins en partenariat, évidemment, avec les personnes proches aidantes. Donc, pour conclure, on voit qu'il y a toutes sortes de choses qui pourraient être faites pour aider tant les personnes qui crient que les gens qui entendent crier. Mais si on voulait résumer, qu'est-ce qu'on pourrait dire à une proche aidante, par exemple, qui se plaint des cris de la voisine de chambre de sa mère? Bien, je lui dirais que c'est normal de trouver cette situation-là difficile, mais que ce n'est pas un comportement intentionnel ni volontaire de la part de la personne qui crie. Si on pouvait, on s'assurerait que ces personnes n'aient pas besoin de crier pour qu'on les comprenne. Il y a quelques nouveaux parents qui aimeraient bien avoir des bébés qui pleurent presque pas aussi, sans vouloir faire de comparaison ici. C'est vrai qu'une personne qui crie peut rapidement devenir une source de frustration pour l'entourage, mais aussi pour le personnel dans les milieux de soins puis dans les milieux de vie. C'est notamment pour cette raison-là qu'il faut investir les efforts à comprendre la personne qui crie pour répondre aux besoins qu'elle exprime, mais aussi pour mettre en place des stratégies qui permettent le repos sonore pour l'entourage de cette même personne. Pour y arriver,
L'observation, la collaboration de tout le monde impliqué auprès de la personne qui crie peut aider à la comprendre, à mieux intervenir pour répondre à ses besoins et de cette manière-là à diminuer ses cris. Merci beaucoup, Amélie, de m'avoir invité à échanger avec toi sur ce défi important qu'on retrouve dans plusieurs milieux. C'est vraiment agréable qu'on ait pu faire ce balado ensemble. J'espère que ça va au moins permettre de un peu mieux comprendre ce comportement-là que sont les cris, qui est vraiment pas simple, et peut-être donner un peu d'espoir sur des solutions, pas toujours faciles, mais certainement faisables pour essayer d'atténuer les effets chez tout le monde alentour. Pour ceux et celles qui seraient intéressés à avoir des ressources supplémentaires, ben, vous trouverez sous la description de notre balado un lien web qui permet de télécharger une liste avec différentes lectures et d'autres sites web, par exemple, que vous pourriez aller voir en lien avec cette situation que sont les cris. Merci à toi, Anne, de partager avec nous le fruit de tes recherches dans un langage qu'on comprend, puis de nous partager aussi les différentes ressources qui sont disponibles dans le domaine où on ne peut pas crier victoire si facilement sans vouloir faire de jeu de mots. Ben, moi, je te l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup les jeux de mots sur les cris. Donc, merci à toi.